remercie beaucoup de cette invitation à pouvoir vous présenter ce projet d'Avanche ce matin dans le cadre de cette journée de réflexion. C'est un projet qui est encore difficile à présenter dans la mesure où on est en pleine réflexion après la consultation qu'on a eu la chance de remporter et qui est dirigée par deux architectes qui représentent l'État, qui est propriétaire de l'amphithéâtre, messieurs Pont et Verdon, sous la direction desquels on travaille encore et on réfléchit encore à ce site. Et puis, je ne voudrais pas vous parler de l'amphithéâtre en particulier, mais le problème un peu plus périphérique de son rattachement à la cité antique, auquel il est séparé par des développements urbains récents. Donc, c'est un peu une thématique inversée de celle que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui dans votre journée de réflexion. Ce n'est pas le problème de l'archéologie qui est étouffée par un milieu urbain, mais c'est au contraire un milieu urbain qui n'a pas de place pour se développer dans un contexte archéologique qui le dépasse. Je me suis permis d'écrire ma petite présentation parce que c'est le seul moyen que j'ai de dire le maximum de choses en un minimum de temps. Et donc, je vais vous présenter, je vais vous lire cette présentation sur les périphéries de l'amphithéâtre d'Avanche. Ainsi, le thème de la journée de réflexion se renverse-t-il à Avanche? La question à Avanche, ce n'est pas en effet de donner un espace à l'archéologie qui est enserré par un milieu urbanisé qui la recouvre ou qui l'étouffe, mais au contraire, à Avanche, la question, c'est de donner un développement urbain un espace de croissance dans un environnement archéologique qui le dépasse. La question saute aux yeux si l'on regarde cette vue aérienne du site, prise il y a une soixantaine d'années. L'enceinte polygonale de la ville antique découpe encore très clairement dans la campagne actuelle les limites de l'ancienne cité romaine, une vaste surface close de 228 hectares, dont seul l'angle supérieur, on le voit bien sur la photographie, est occupé par les développements de l'urbanisme contemporain. Commençons par décrire brièvement l'amphithéâtre, puisque c'est de son insertion dans les tissus antiques dont il sera question dans notre exposé. Par opposition aux amphithéâtres à structure creuse, construits hors de terre, comme ceux des villes dont il vient d'être question, Nîmes ou Rome, l'amphithéâtre d'Avanche est creusé dans la moraine d'une colline qui s'appelle le Mont Barlet. Il est donc enfoui dans la terre et fait partie de la famille des amphithéâtres dits à structure pleine. Les archéologues distinguent deux temps dans la construction de l'amphithéâtre d'Avanche au tournant du 1er et du 2e siècle de notre ère. Un premier état entièrement creusé sous les empereurs Trajan ou Hadrien, comprenant 23 anneaux de gradins pour 8000 places assises environ. Cette contenance fut jugée insuffisante très rapidement puisqu'elle fut doublée sous Marc Aurèle, c'est-à-dire qu'une quarantaine d'années plus tard, 10 rangs de gradins supplémentaires sont ajoutés aux 23 précédents, réalisés hors sol cette fois, mais comblés de terre à l'intérieur, créant en élévation une grande façade périmétrale haute de 7,5 mètres environ. Ce second état a largement disparu aujourd'hui. Il n'en subsiste que quelques substructions que vous voyez ici à l'image au sommet de la cavea nord. L'amphithéâtre d'Avanche, reconnu des antiquaires depuis le XVe siècle, ne fut concrètement remis au jour qu'au début du XXe siècle. 3 quartiers de gradins furent alors reconstruits à l'est de la cavea nord, sous la conduite de l'architecte et archéologue Louis Bosset. À la fin du XXe siècle, l'amphithéâtre fut l'objet d'une seconde réhabilitation d'ampleur, entreprise sous la direction de l'architecte cantonal Jean-Pierre Dresco, réhabilitation qui rendit au monument la pureté géométrique ovale de ses anneaux supérieurs. Quant au rapport de l'amphithéâtre à la ville antique, il est coupé. L'amphithéâtre appartient au secteur sacré de la cité, celui des sanctuaires, qui s'étend au pied oriental du mont Barlet et dont les objets principaux sont le temple, dit du cigognier, et le théâtre.
L'amphithéâtre est également extérieur au tissu hippodamien de la cité proprement dite, dont on reconnaît les insulae et le forum dans la plaine qui s'étend au nord-est de Barlet. Il n'appartient pas non plus enfin au reste des surfaces enceintes à l'orient de la ville, restées libres de construction et qui constituaient à l'intérieur des murailles une sorte de vaste et de très belle réserve agricole. Si l'amphithéâtre n'est pas directement rattaché à la ville, on le verra, il la domine tant par son implantation à mi-côte de Barlet que par la puissance architectonique de son élévation périmétrale. Cette façade, vous l'avez ici, dans la reconstruction qu'on propose l'architecte et archéologue bernois Erasme Ritter à la toute fin du XVIIIe siècle. Une couronne alvéolée de contention des remblais amassés pour supporter les gradins. Certaines alvéoles sont percées de portes qui donnent accès au vomitoire. Notons au passage, sur la droite du dessin, cette tour romane édifiée qui remonte à l'an 1000, à l'époque où l'amphithéâtre devint la citadelle d'un premier bourg épiscopal, comme nous allons y revenir. Cette grande forme, l'amphithéâtre ne la conservera que durant quelques générations de spectateurs. 75 ans plus tard, à peine, les premières incursions allemandes annoncent la dévastation progressive du site et sa ruine. La chronique de Fredeguer dit à cette époque, les Allemands entrèrent belliqueusement dans le pays d'Avanches, situé de l'autre côté du Jura, mirent le feu presque partout et emmenèrent bien des hommes en captivité. Puis ils rentrèrent chez eux avec leurs boutins. J'ajouterai, laissant vides et désolées les surfaces qu'entoure encore la grande clôture flavienne. Ammien Marcellin, le dernier des grands historiens latins, le dit au milieu du IVe siècle déjà. Avanches est une ville abandonnée, sans doute, mais qui jadis était fort illustre, comme l'attestent aujourd'hui encore ces édifices à demi ruinés. Donc on avait affaire à un grand enclos de vestiges, probablement habité à demi par les hommes et à demi par les arbres. Il n'est pas impossible de voir dans cette régression urbaine du très haut Moyen-Âge l'origine des conditions idylliques qui marqueront plus tard et aujourd'hui encore le site d'Avanches. Il faut attendre les débuts du second millénaire pour que réapparaisse à Avanches l'embryon d'un développement urbain. Un bourg épiscopal tout d'abord, dans la seconde moitié du XIe siècle, peut-être au pied du mont Barlet, et dont l'amphithéâtre aurait bien pu constituer la citadelle. La tour forte que nous avons indiquée dans la reconstitution de Ritter est sans doute le vestige de cette première implantation épiscopale. Mais surtout au milieu du XIIIe siècle, la fondation par un autre évêque, Jean de Cossonay, d'une ville nouvelle qui reçut ses franchises en 1259. Vous voyez ici son emprise et sa position sur le mont Barlet. Sa petitesse par rapport aux aires antiques inverse, comme nous l'avons dit, la question qui préoccupe notre colloque d'aujourd'hui. La question Avanches n'est pas tant de savoir comment donner un espace à l'archéologie dans un espace urbain dominant, mais au contraire de savoir comment donner du champ à un développement urbain dans un paysage archéologique qui le dépasse. Tous les problèmes à Avanches naissent en effet des développements construits qui, dès le XVIIIe siècle, mais essentiellement durant les XIXe et XXe siècles, débordent le premier noyau médiéval de la ville et descendent les pentes nord-est de Barlet jusque dans la grande plaine antique des Insulae qu'ils commencent à recouvrir. L'expansion actuelle du bâti atteint exactement les surfaces précises que vous avez sous les yeux. Sur cette colonisation progressive des surfaces de la ville antique par l'urbanisme contemporain, nous souhaiterions faire la première remarque suivante. L'expansion des faubourgs résidentiels et industriels de l'Avanche moderne semble en effet avoir été contenue par la sorte de digue que constitue la grande voirie qui traverse en diagonale la ville antique, entre les portes sud-ouest et nord-est de l'enceinte. Nous aurons l'occasion à plusieurs reprises d'insister sur l'importance de cet axe de transit. Disons pour l'instant que, comme les ceintures flottantes qu'on jette au marais noir, la route du faubourg, c'est ainsi que s'appelle notre ceinture, semble avoir retenu la flaque d'huile de nos expansions construites. Ce rôle de contention de la route du faubourg a récemment été reconnu, voire valorisé par toute une série de mesures conservatoires qui toutes la prennent désormais comme limite imposée à la construction. Sans mettre pour autant le site à l'abri, malheureusement,
Plusieurs secteurs sensibles restent en effet aujourd'hui encore dans cette catégorie peu rassurante des zones dites chez nous intermédiaires et qui sont le véritable purgatoire des paysages urbains. Quoi qu'il en soit, cette puissante voirie coupe aujourd'hui le site d'Avenches en deux mondes diamétralement placés. D'un côté, vous avez la banlieue artisanale et industrielle dont nous venons de parler, un urbanisme ingrat, sans tenue, que l'on pourrait dire dans un euphémisme néoclassique d'helvétique, non pas dans le sens de Suisse, Schweizer, mais dans celui du libéralisme que décrivait crûment Helvétius il y a 3 siècles, au moment précis où débute à Avenches le grignotage progressif de la campagne, c'est-à-dire la matérialisation d'un laisser-faire. Et puis, de l'autre côté de la route, dans le même temps, vous avez un paysage merveilleux, intact, libre de toute construction, toujours planté de futaies, cultivé de champs, toujours parcouru de sentiers qui longent la lisière des bois, le fond des vallons, la frange des champs, une campagne bocagère somptueuse au milieu de laquelle paraissent, çà et là, entre les grandes frondaisons, les formes massives et héroïques des ruines antiques. C'est la réserve agricole de la cité antique, cette zone vierge de bâtis, miraculeusement préservée d'une beauté virgilienne, une grande églogue paysagère, douce et ample à la fois, dont les perspectives ondulent à l'ombre des grandes futaies. Ouais, je m'excuse, hein, c'est à l'ombre des grandes futaies ou à la crête de l'horizon, jusqu'aux masses imposantes des vestiges de la ville antique. Comme les fabriques d'un grand jardin pastoral et paysager, le théâtre antique, par exemple, qui se place aujourd'hui au cœur de cette réserve champêtre, au nœud de tous les chemins qui irriguent la campagne alentour, ou alors, à l'angle extrême de l'enceinte, au point culminant du site, la grande porte orientale de la ville antique, qui joue un si grand rôle dans les silhouettes proches ou lointaines du paysage intérieur d'Avenches. Ou alors encore, enfin, le cigognier, le plus connu peut-être, le plus emblématique de tous les vestiges romains d'Avenches, la seule pile qui reste debout d'un très vaste temple que l'on appelle du cigognier, en raison des cigognes qui, depuis la nuit des temps, viennent y faire halte sur leur vol saisonnier entre l'Europe et l'Égypte. Ce temple du cigognier est aujourd'hui une ruine. Les prés ont remplacé les dallages, la terre les emmarchements, les bosquets de verdure, les volumes disparus. Mais paradoxalement, l'érosion de cette architecture antique donne naissance à une dimension seconde, antique elle aussi, arcadienne, qui se superpose à la première et à propos de laquelle nous voulons dire maintenant 2 mots. La qualification géorgique de la réserve agricole naît à Avenches à la fin du XVe siècle. L'évêque de Lausanne, Aymon de Montfaucon, faisant halte dans la ville, y admire les monuments anciens de l'endroit qui sont presque une merveille, dit-il. La dimension virgilienne des restes antiques traverse ensuite les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Ruines dans la nature chez Matthäus Merian, pastorale chez Zurlauben, héroïque chez Turner. Cette consécration bucolique revêt la ruine d'un habit dont elle ne se défera plus et qui constitue désormais l'une des strates architectoniques essentielles de ce site bimillénaire. Et si la dimension pastorale du vestige nous intéresse ici, c'est parce qu'il est particulièrement sensible et remarquablement bien conservé à Avenches. Séparé de cet environnement champêtre auquel il est lié historiquement et archéologiquement, l'amphithéâtre se trouve en quelque sorte aujourd'hui du mauvais côté du paysage, comme un morceau de banquise orphelin de son continent de glace. Le projet de réhabilitation que nous menons actuellement à l'amphithéâtre se pose donc tout naturellement et tout nécessairement la question de son lien à la ville antique, de son rattachement au milieu originel auquel il appartient, par-delà les obstacles urbains qui l'en séparent aujourd'hui. Comment faire pour relier l'amphithéâtre à son idylle? C'est l'une des questions que nous nous posons aujourd'hui et à laquelle je vais tenter de répondre brièvement pour conclure ma petite présentation. Pour aborder la question de l'idylle, 2 remarques doivent d'abord être faites.
La première, tout d'abord, concerne l'orientation de l'amphithéâtre. Cette orientation est forte, mais elle est isolée, irréductible à la géométrie du reste de la ville antique. Elle ne s'aligne ni aux dispositions du secteur des sanctuaires, ni à la trame orthonormale du reste de la cité. L'amphithéâtre est un unicum géométrique. La monumentale élévation de ses façades et de ses accès n'est pas conçue pour initier la moindre perspective. L'amphithéâtre ne fait qu'imposer à la plaine, simplement et uniquement, l'imperium de son architecture. Une architecture dominante et splendidement autonome. Elle vise un endroit qui n'est ni le forum, ni la civitas, ni les sanctuaires du secteur sacré. On aurait donc tort de tenter le rattachement de l'amphithéâtre à la ville par son axe. Les vestiges villaires découverts dans le sol par les archéologues confirment ce fait et montrent au contraire que le raccord de l'amphithéâtre à son milieu urbain est un accord coudé, oblique, en termes vitruviens asymétriques. Mais une seconde remarque est nécessaire aussi à bien faire comprendre la situation. Revenons à la ceinture du faubourg dont nous avons déjà évoqué le rôle de frein au développement construit. Cette fonction de ceinture n'est pas son seul intérêt. Sous un couvert ingrat de prime abord et même perturbant, dorment en réalité des infrastructures qui devraient donner le vertige. Sous le goudron de cette route insignifiante, vous serez surpris de trouver en effet d'abord les ponts et chaussées du baroque bernois, puis les routes de l'évêque, ensuite les voies romaines et enfin même des sentiers celtes. Parcourons cet ancien grand chemin aux profondeurs inattendues. Il traverse en diagonale l'enceinte flavienne du sud-ouest au nord, reliant 2 des 19 portes de la ville romaine. Entre ces deux accès, il contourne le mont Barlet par le sud-est, empruntant un circuit qui est celte, probablement, antérieur en tous les cas à la cadastration romaine sur laquelle il se branche au niveau du Decumanus. Puis, le forum passé, le grand chemin reprend le biais originel de son tracé pour sortir de la ville par le nord. Plus étonnant, ce tracé basique et immémorial croise encore une série de voiries qui structurent le bâti et le paysage aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Rue d'Insularum, dans la banlieue construite, accès au sanctuaire antique, fantôme du forum dans le découpage des champs labourés, mais aussi la patte d'oie qui, depuis le théâtre, irrigue la réserve, correction du grand chemin, enfin, entre 1749 et 1752. Aussi pénalisante et déstructurante qu'elle puisse apparaître au premier regard, la ceinture des faubourgs constitue en réalité la colonne vertébrale d'une desserte générale du site. C'est donc par les routes et non par une perspective hypothétique que l'amphithéâtre doit rétablir aujourd'hui, selon nous, le contact avec sa ville, comme il l'a d'ailleurs toujours fait depuis 2000 ans. Or, il existe un point où toutes les circulations du site d'aujourd'hui et d'autrefois se rencontrent. Un nœud où la voie celte rencontre la voie baroque, où la voie baroque rencontre le Decumanus, où ce dernier à son tour donne accès aux aires sacrées de la ville antique. Cet endroit, c'est l'Insula 20. De l'amphithéâtre, il ne s'agit donc que de faire une oblique de 300 mètres pour atteindre cette Insula 20, plaque tournante des communications immémoriales, et de là réaccéder à tout le site. Mais aujourd'hui, l'Insula 20, c'est ça. Rien n'évoque plus dans ce croisement à la Opère l'importance historique de ce carrefour. Qui imagine qu'en poursuivant tout droit la route, c'est au Forum romain qu'on arrive, ou qu'à main gauche, longeant le garage Opel, vous débouchez dans le secteur des temples antiques. Pourtant, c'est bien le cas. Et il y a dans ce décalage entre une station-service de banlieue et la profonde antiquité d'un lieu, un contraste qui pourrait, s'il était perceptible, rendre au lieu une partie de son intérêt et peut-être même de sa poésie. Mais notre projet espère pouvoir être plus concret à l'Insula 20. Nous souhaiterions, si les conditions foncières le permettent, faire réapparaître visuellement et matériellement le contenu de cet embranchement stratégique. Et pour cela, mettre en œuvre les 3 éléments qui constituent les ruines pastorales d'Avenches, la maçonnerie, la terre et les végétaux.
Nous planterions un bosquet de grandes futaies abritant l'insula remise au jour du fond de la terre. Nous manifesterions dans l'équessement des ruines et l'élévation des arbres le rôle pivot de cet endroit, comme, toute modestie mise à part, comme les obélisques de Sixte Quint et de Fontana le faisaient dans une Rome antique beaucoup trop grande pour la Rome du XVIe siècle. Ainsi devrait se faire, selon nous, le rattachement de l'amphithéâtre à son milieu archéologique par un simple parcours aux extrémités duquel ruines et plantes se répondraient et entre lesquels ne seraient empruntés que des circuits d'une grande signification historique. Une simple boucle, en quelque sorte, comme une ouïe de violon, à travers laquelle passeraient les sons venus des temps profonds. De l'Insula s'emprunterait ensuite le cheminement qui mène au théâtre, cœur des circuits de la réserve agricole. Il permettrait de découvrir d'abord le pilier du cigognier à sa juste distance, antique, celle qu'ont sanctionnée les édutistes dès le XVIIe siècle. Puis du cigognier, il serait possible de continuer en suivant la belle courbe du 1er siècle jusqu'au bosquet du théâtre. Et enfin, la patte d'oie vous ouvrirait les parcours de la réserve. Et ces amples perspectives sur le massif de la porte orientale en particulier, dont vous voyez ici à l'image le développement spectaculaire. Il y aurait dans cette manière de traverser les banlieues urbanisées pour parcourir ensuite les tableaux de la campagne, une manière de montrer la Vange d'aujourd'hui dans toute sa profondeur historique, en enchaînant les points de vue et les regards qui ont été portés sur elle au cours des âges, de l'Antiquité à nos jours, de la réserve agricole au labour moderne, en passant par les redécouvertes champêtres du XVIIIe siècle. Aucun moyen pédagogique ne serait plus nécessaire. Il s'agirait simplement de parcourir le paysage d'une façon juste, les yeux ouverts. Voilà.